Sommet sur l'Afrique, le président Félix Antoine Tshisekedi affirme que la RDC est véritablement sur la voie de la relance. Élection 2023 en RDC, les kits d'identification et d'enrôlement des électeurs seront bientôt à Kinshasa. C'est la grande édition du journal télévisé sur Géopolis Télévision. Merci de nous suivre. Nous commençons ce journal avec les activités du président de la République. Ne considérez pas nos faiblesses, mais notre volonté de changement. Tel est le maître mot à retenir de l'allocution du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, prononcée ce mardi lors de son intervention à l'occasion du sommet sur l'Afrique à Londres, organisé annuellement par les Financial Times. Le président a précisé que le pays est véritablement sur la voie de la relance à travers des projets d'envergure dans les domaines de l'agro-industrie, de l'énergie et des minéraux stratégiques. Jojo Moulamba. Nombreuses personnalités œuvrant dans divers secteurs d'activité que le président Félix Tshisekedi est revenu sur les enjeux et défis auxquels son pays fait face depuis son accession à la magistrature suprême. Pour ce qui est de l'attribution de blocs pétroliers et gaziers, il a soutenu que la RDC reste le pays solution et tient à cette vocation. Par contre, ces populations ont les droits, comme cela se passe par exemple au Gabon et en Norvège, de bénéficier de ces ressources naturelles tant que les autorités respectent les conventions établies en la matière et qu'aucune loi, soit-elle internationale, ne l'interdit. Sur la même lancée, le président congolais n'a pas manqué de rassurer ceux dont le doute subsiste sur la supposée absence du climat des affaires. Ce sont les premiers venus qui sont le premier servi, a-t-il dit, comme pour affirmer que l'instabilité véhiculée par certains médias pour décourager les investisseurs n'est pas totalement fondée. Pendant que certains hésitent, précise-t-il, le pays est véritablement sur la voie de la relance à travers de projets d'envergure dans le domaine de l'agro-industrie, de l'énergie, de minéraux stratégiques qui entrent dans la fabrication de batteries pour véhicules électriques par exemple. Pour terminer, le chef de l'État congolais a mis en lumière sa volonté de mettre la bonne gouvernance au cœur de son action publique. En mine, évaluation du contrat sino-congolais, le gouvernement veut une fois de plus voir clair en ce qui concerne cette convention qui lie la RDC et la Chine. Cette question était au centre des séminaires de rencontres, de capacités de cadres et agents du bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais rattaché à la primature. C'est le directeur de cabinet du Premier ministre qui a lancé les travaux. Au nom du Premier ministre Samalou Kondé, son directeur de cabinet Paul Gaspard Ngondankoyi a lancé ce séminaire interministériel de renforcement des capacités des experts, cadres et agents du Bureau de coordination et de suivi du programme sino-congolais BCPSC devenu agence. Au menu des séances de ce séminaire de 6 jours, soit du 17 au 22 octobre 2022, il y a des thèmes comme les politiques publiques, la décentralisation, le contrat sino-congolais dans tous ses méandres, et le statut des agents de carrière des services publics de l'État. Le directeur de cabinet du chef du gouvernement a rappelé l'importance de cette formation, mais aussi de l'évaluation du contrat sino-congolais. Mais puisque vous allez parler essentiellement contrat chinois au cours de ces séminaires, je voudrais, au nom de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, vous exhorter à bien comprendre ce contrat, son historique, ces termes, l'évaluer. Ça fait déjà quelques années qu'il lie nos deux pays. Faire le bilan, pourquoi pas. Pour les participants, c'est un motif de satisfaction que d'entrer en profondeur dans la compréhension de ce contrat qui lie la RDC et la Chine. Parce que les cadres et agents du BCPC que nous sommes allons bénéficier de formations riches en statut de fonctionnaire de l'État et aussi en matière de contrat de partenariat entre la Chine et le Congo. Nous entrerons en détail pour comprendre les objets, les définitions de ce contrat, ce partenariat, l'état des lieux, d'où nous sommes venus, où en sommes-nous et où nous allons. Et l'État a besoin de ça. Il faut dire qu'avec le changement de statut du BCPSC, cette structure aura une compétence élargie
de faire le suivi de tous les partenariats que la RDC a noués. Ces cadres et agents doivent en maîtriser tous les rouages et avoir conscience de leurs responsabilités comme agents des services publics. Parlons sécurité dans ce journal. Situation sécuritaire à Bagata, dans la province du Kwilu. Les autorités militaires annoncent l'arrestation de présumés complices d'actes d'atrocité perpétrés dans cette province. Et 6 environ, ils ont été transférés à l'état-major du 113e bataillon des FARDC. Enoch Issei. Les forces armées de la République démocratique du Congo annoncent avoir mis la main sur 5 présumés complices des violences commises par les assaillants armés sur le territoire de Bagata. Ils ont été arrêtés, précisément au village Misei. Le chef de renseignement et sécurité des 13e bataillon des FARDC précise que ce sont de jeunes agriculteurs et pêcheurs recrutés des forces par les assaillants venus de Kwamout qui avaient fait l'incursion dans leur site de travail. Face à cette situation, l'honorable Mambo Katunda. Je suis élu de Bagata. Et je suis né et j'ai grandi dans le secteur de la Wamba, à Fatoundou. C'est là où j'ai grandi. Donc, c'est vrai, je suis député national, mais il y a cette souche-là. Ce sont mes villages qu'on est en train de brûler. Ce n'est pas un problème de message de compassion. C'est un problème que le gouvernement doit mettre fin à cette histoire-là. Ce n'est pas un problème de compassion. Où les gens gèrent, ou ils ne savent pas gérer, qui démissionne le gouvernement central. Il ne faut pas que les inciviques puissent prendre les dessus sur l'État et puis brûler des villages chaque jour. Oh, moi, je viens là. Je viens de là. Moi, je viens de là, je suis rentré jeudi la semaine passée. Il n'y a pas d'enseignants, il n'y a pas de bouviers là-bas. Il n'y a pas de bouviers, ce sont des compatriotes congolais qui tuent les gens là-bas. Il faudrait noter qu'en début de semaine passée, les autorités territoriales ont rapporté l'arrestation des 57 assaillants après l'attaque contre le village Kissia Kamboulou qui avait fait au moins 13 morts. D'une insécurité à une autre, 4 mois après sa prise par les rebelles du M23, Bunagana est toujours sous occupation. Pour autant, les autorités de la RDC restent fermes. Il n'y aura pas négociation avec le mouvement terroriste du M23. C'est ce qu'a laissé entendre Patrick Mouyaya, le porte-parole du gouvernement qui était devant la presse. Suivez. Au sujet de la question du M23, c'est catégorique pour nous. Il est hors des questions de négocier avec le mouvement terroriste. Ça, c'est évident, il faut pas qu'on se fasse des illusions là-dessus. De toute façon, pour nous, le M23 n'existe pas. C'est une entité qui existe parce que le Rwanda veut que le M23 existe. Alors, si nous sommes déjà en train de négocier avec le Rwanda, pourquoi on perdrait le temps avec le M23? De toute évidence, ici, pour nous, nous sommes engagés, comme je l'ai rappelé la dernière fois, sur des voies diplomatiques qui nous pourront nous permettre de trouver le résultat. Mais parallèlement à cela, nous nous organisons parce que nous devons être sûrs que nous avons partout les ressources de défendre les territoires. Si aujourd'hui, par exemple, à Bunagana, il s'observe cette forme de statu quo, c'est justement parce que nous avons souscrit à un processus de paix, des négociations, où nous avions dit qu'il fallait cesser les hostilités. Et nous voulons faire une économie décente pour nos populations, nous voulons que les Congolais se déplacent moins parce qu'il y en a déjà plus de 200 000 qui ont été déplacés du fait de cette guerre. Et donc, il est tout à fait normal pour nous d'avoir une certaine attitude. Mais parallèlement à cela, il y a plusieurs groupes armés qui pullulent, notamment dans les Massissiers, dans les autres parties de la province du Nord Kivu. Ce sont des points autour desquels les forces armées de la République démocratique du Congo s'activent pour être sûr que la réponse régalienne est donnée à la question. De la sécurité à la santé, comment accéder aux médicaments de qualité en RDC? La question a été au centre d'une rencontre de haut niveau entre le ministre de la Santé publique Jean-Jacques Mbungani et une grande plateforme pharmaceutique française à Rouen en France. La firme pharmaceutique devait s'implanter en RDC. Nous allons quitter la santé pour la centrale électorale. Le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Patricien Seyamoulela, est à Séoul, en Corée du Sud, pour superviser ce mardi l'embarquement du premier lot de kits d'identification et d'enrôlement des électeurs. Voldy Kengi. Chez à Séoul, capitale de la Corée du Sud, par le numéro 1 de la centrale électorale,
Le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante, Patricien Seyamoulela, a procédé ce mardi 18 octobre 2022 à la supervision du lancement de la production à grande échelle des kits d'identification et d'enrôlement des électeurs. Après s'être rendu compte de leur conformité, le porte-parole de la CENI s'est dit satisfaite du travail réalisé au terme de la visite qu'elle a effectuée dans les installations de Mirosystème. Et c'est là, de la salle d'assemblage à l'empaquetage, en passant par la vérification technique et fonctionnelle du matériel. Nous avons rejoint l'équipe des techniciens de la CENI qui sont venus pour l'intégration ou la prise en compte des observations faites lors du test grandeur nature. Nos équipes ont travaillé là-dessus avec Mirou et comme vous allez le remarquer, avant le lancement à grande échelle, il fallait se rassurer aussi de la prise en compte de toutes ces observations-là. Et après, le président Denis Kadima a voulu que nous puissions nous rassurer de l'exécution du planning de production et de livraison, ce qui a été fait. Donc depuis notre arrivée ici à Séoul, nous avons eu beaucoup de réunions avec Mirou, mais aussi avec l'équipe des techniciens de la CENI. Et voilà, aujourd'hui, nous avons assisté à l'embarquement du premier lot des kits qui vont servir à la formation des cadres et agents de la CENI. Le rapporteur de la centrale électorale a tenu à apaiser tous ceux qui auraient encore de doutes. Pour ceux-là qui continuent à douter de l'organisation des élections générales l'année prochaine, je vais les rassurer que la machine est déjà en marche. Il n'y a rien qui peut encore bloquer la CENI et d'ailleurs d'ici peu, la CENI va procéder à la publication officielle de son calendrier. Un mot, c'est de nous accompagner. Nous avons une mission noble, difficile, mais pas impossible. Alors nous voudrions vraiment que tout le monde nous accompagne pour réussir notre mission qui est celle d'organiser les élections, surtout dans le délai constitutionnel. Changeant de registre, fluctuation du taux de change à Kinshasa, la situation est un petit peu confuse chez les cambistes. La Banque centrale tente de rassurer, mais sur le terrain, la devise congolaise accuse une dépréciation. Elle s'échange entre 2000 et 2100 francs congolais selon l'endroit de la transaction. En République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, l'on fait face à une légère inflation des francs congolais face au dollar américain. Pour ce qui est des raisons de cette inflation, M. Donan Lengo, président du syndicat des cambistes congolais, parle du financement de la CENI qui serait aussi à la base de cette inflation. Le mois d'octobre, naturellement, a toujours été à la hausse par rapport aux préparatifs de fin d'année. Les opérateurs économiques cherchent des devises sur les marchés pour importer des produits et des marchandises pour les fêtes de fin d'année. Donc, le marché est sous pression. Ça, c'est sur le plan local, sans ignorer que vous savez, sur le plan externe, l'inflation là aussi s'est importée. Et je pense que vous êtes sans ignorer que nous sommes dans une période électorale. Donc, l'argent circule pour le problème aussi des élections parce qu'au niveau de la CENI, on est en train de décaisser l'argent. Depuis le début de ce mois d'octobre, dans les rapports publiés par la Banque centrale du Congo, pour la semaine du 9 octobre 2022, l'inflation nationale de l'hebdo cumulé s'était établie à 0,245% contre 1,527% la semaine du 1er octobre. Malheureusement, dans certains coins de la capitale congolaise, un désordre s'observe. Les âmes tiennent leur taux d'échange à 20 000 francs congolais pour 10 dollars américains. Dans d'autres coins, le taux varie dans la fourchette de 20 750 francs congolais à 21 000 francs congolais. Face à cela, Donald Lingo, président du syndicat des cambistes congolais, interrogé par Géopolis Télévision, s'explique. Alors, les problèmes des prix, chaque changeur met son prix, c'est-à-dire selon les segments du marché. Selon les segments du marché, donc chaque segment du marché ne peut pas avoir le même taux de change. Donc, c'est ça la réalité. Chaque marché a ses réalités, c'est pour ça que vous voyez les différents taux des marchés. C'est ça un pays, parce que nous sommes dans une économie libérale. Le marché est libre, donc voilà un pays
Du côté des cambistes, cette variété du taux d'échange serait soutenue par le fait que l'État congolais n'a pas fixé les taux d'échange. En tout cas, l'État jusqu'à présent a fixé ni taux d'échange. C'est pour cela que nous avons des cambistes partout, nous avons fait ça taux. Biloko nenge mataki parce que ceux qui to emati biloko même na marché emataka. Mokomona nenge to emati ceux qui to normalement nenge so to ekiti il faut pas biloko nyoso te kita. Normalement to nenge kiti biloko nyoso to e nenge ka emataki e sukeli ka bongo. Notons que cette inflation qui arrive à 2 mois de la fin de l'année 2022 pourrait avoir des répercussions grandioses sur la vie socio-économique de la population, notamment la hausse des denrées alimentaires des premières nécessités. Il est vice-président de la Fédération des entreprises du Congo. Eric Monga a été élu président du conseil d'administration du Haut Conseil des affaires de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, une promotion qui va hisser le drapeau de la RDC dans le monde des affaires en Afrique centrale. C'est Eric Monga Mumba, directeur général d'Equipa Énergie et vice-président de la Fédération des entreprises du Congo, a été élu ce mardi 18 octobre, président du conseil d'administration du Haut Conseil des affaires de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, HCA en sigle, pour avoir relevé avec enthousiasme les défis d'une plus grande implication du secteur privé dans le développement des échanges intra-régionaux. Son entreprise Equipa Énergie développe actuellement les centrales hydroélectriques de Sombwe, 130 MW, et de Kawa, 29 MW, dans la province du Haut-Katanga. Un investissement de plus de 450 millions de dollars américains. D'après Eric Monga, le projet Sombwe va alimenter, en plus de l'industrie minière, plus de 100 000 habitants des villages situés le long de la ligne de transport de l'électricité, longue de 200 km entre Kalera et Fungurume. Le calme est revenu à l'Institut national du bâtiment et des travaux publics après une forte tension entre le comité de gestion et les étudiants. Ce trouble observé lundi était consécutif à un déguerpissement des étudiants dans les Homes. Le gouverneur Jean-Tini Ngobila Mbaka est allé ramener la paix. Enoki Sei. Suspension des activités académiques et fermeture de l'Institut national de bâtiments et travaux publics INBTP pour une durée de 3 jours. Une décision prise à la suite d'une opération de déguerpissement des pensionnaires des Homes initiée par le comité de gestion en vue des travaux de réhabilitation de tous les Homes de cet établissement public. Pour exprimer leur colère, les étudiants se sentent révoltés en brûlant de pneus devant les entrées de l'Institut, tout en mettant le feu dans les homes et laboratoires, ainsi que sur les véhicules des membres du comité de gestion qui étaient séquestrés dans leur bureau. Étant donné que cette situation prenait déjà des allures inquiétantes dans ces quartiers où se trouve le bureau du président de la République et le siège de l'état-major général de FARDC, le gouverneur de la ville de Kinshasa s'est vite rendu sur place pour jouer aux pompiers. Accueillis par les étudiants, ces derniers n'ont pas manqué d'exprimer leurs soucis et mécontentement auprès du gouverneur de la ville. Excellence, le problème qui s'est posé, il y avait plus de 1000 étudiants dans le home. Ils sont sortis dans le calme. Et les 28 étudiants qui restaient, qui n'avaient pas de famille ici, qui n'avaient pas de moyens pour se trouver où aller. On a demandé aux autorités que ces 28 étudiants-là restent d'abord pour quelques jours et puis ils vont trouver où aller. Les autorités ont accepté le soir. Les grands matin aujourd'hui, à notre plus grande surprise, sans pour autant nous faire signe. Ils sont venus faire sortir ces 28 étudiants du home. La solution, c'est quoi maintenant? La solution maintenant, c'est que je peux dire au nom de tous les étudiants, on ne peut pas négocier sous tension. Que les autorités sortent d'abord et puis on va réfléchir comment négocier, comment trouver une solution. Après échange dans une réunion tripartite, notamment entre le gouverneur, le DG de l'INBTP ainsi que de quelques représentants des étudiants, une somme importante d'argent a été remise à la coordination estudiantine afin de permettre le relogement ailleurs des 32 étudiants nécessités.
Un tour en province, nous sommes dans la ville de Kananga, en plein centre de la RDC, le chef-lieu de la province du Kasaï, promis à être une place forte du pays et chargée d'histoire du Congo glorieux des années 1960. Géopolis Hebdo a fait les tours de la mégapole. Gisèle Malamba était avec Orman Monsanto. Située sur la rive droite de la rivière Louloua, la ville de Loulouabourg, de son premier nom, est une ville reposant sur une grande histoire. Rebaptisée Kananga Malangi en Shinga, c'est la ville choisie par les colonisateurs pour être la capitale de la République démocratique du Congo, vu sa position géographique. C'est d'ailleurs dans cette ville que fut écrite la première constitution, dite la constitution de Loulouabourg, qui a été plus tard promulguée à Kinshasa le 1er août 1964. C'est dans cette optique que certains bâtiments construits dans cette partie de la République présentent encore le style de la Belgique. La place de la souveraineté, située en plein centre Kananga, est aussi située en plein centre de la République démocratique du Congo. D'ici, excepté Mbujimaï, tous les chefs-lieux de province sont situés à 1 heure vol d'oiseau. Bien qu'historiques, la plupart de ces bâtiments sont encore en état de délabrement très avancé. Et c'est grâce à un protocole d'accord signé récemment avec le Bureau central des coordinations BCECO et le gouvernorat du Kasaï central sur la réhabilitation et la modernisation de la voirie urbaine et aussi de ce bâtiment, Kananga Malangi en Shinga va revêtir sa plus belle robe dans peu de temps. L'actualité, c'est aussi les informations en dehors de la RDC. Lancer un programme agricole complet en vue de renforcer le développement économique. En effet, les ministres de l'Agriculture annoncent des plans visant à améliorer la diversité agricole grâce à une agriculture mécanisée dans le cadre du programme de soutien aux intrants agricoles. Edouard Funda. En Zambie, l'agriculture contribue à plus de 9% au PIB et emploie 61% de la population active. Le pays s'est lancé dans un programme agricole global pour stimuler son développement économique à travers l'amélioration de la production et de la transformation dans ces secteurs porteurs de l'économie. En effet, le gouvernement poursuit actuellement ses efforts visant à renforcer la diversité agricole dans le cadre du programme de soutien aux intrants agricoles en fournissant différentes variétés de semences aux petits agriculteurs du pays. Pour booster sa productivité agricole, la Zambie mise sur une agriculture mécanisée. Selon le ministère de l'Agriculture, le gouvernement travaille sur l'élaboration d'une stratégie agricole nationale pour résoudre le manque de mécanisation dans le pays et faciliter l'accès des coopératives aux intrants agricoles, au financement et au marché. Le gouvernement zambien souhaite également impliquer davantage le secteur privé dans les activités agricoles. Pour le ministère de l'Agriculture, la diversification, la valeur ajoutée dans le secteur agricole et l'appui aux petits agriculteurs peuvent améliorer la croissance économique en Zambie. De la Zambie, rendons-nous au Togo après avoir bondi de 50% en 2021. Le trafic passager à l'aéroport de Lomé poursuit sa croissance au premier semestre 2022. Le nombre de passagers a en effet augmenté de 40% au cours des 6 premiers mois de l'année, renseignent les sources officielles qui indiquent tout de même que le fret aérien a suivi le même train de progression, quoique plus marginal. Jojo Moulamba. C'est au lendemain de l'ouverture de frontières aériennes et de la reprise des activités touristiques que l'aéroport international Nansingbe et Adema bénéficient du retour de rythme dans le ciel togolais. À Lomé, les principales restrictions dues à la Covid-19 ont été levées progressivement depuis le deuxième trimestre 2021 et l'industrie de conférences internationales et de voyages d'affaires a repris de plus belle. En 2021, 83 969 touristes ont visité le pays contre seulement 481 706 en 2020, informe Togo First, soit plus du double en variation annuelle. À tout cela s'ajoutent les nouvelles lignes ouvertes par Sky et Ethiopian Airlines qui profitent également au trafic passager. Pour rappel, l'Éthiopien a lancé en juin dernier des vols non-stop 3 fois par semaine entre Washington et Lomé, puis vers sa base d'Addis Abeba. Toutefois,
Il faut noter que le pays des Yadema a déjà réalisé d'indéniables progrès dans certains domaines, mais n'a pas encore tiré pleinement parti de son potentiel pour parvenir à une croissance durable et inclusive, constate le récent mémorandum économique du Togo, publié par la Banque mondiale. Revenons à RDC pour parler sport aux interclubs de la CAF. Les clubs de la RDC connaissent leurs adversaires pour le deuxième tour de huitième de finale à l'issue du tirage effectué par la CAF ce mardi en Coupe de la Confédération. Après son élimination en C1, les tout-puissants Mazembe croisera le Sud-Africain de Royal Amazulu. Le de Rinkle Motema Pembe sera l'hôte des Burundais de Flambeau du centre de Gitega et les cheminots de Saint-Éloi Lupopo défieront le perdant de la rencontre entre l'SV Club Eulera et Club des Kadiobo en Ligue de Champions. Les matchs allés sont prévus du 2 au 5 novembre prochain. C'est la fin de ce journal. Merci. Vous nous avez pris en cours de diffusion. Je vous rappelle les titres. Sommet sur l'Afrique, le président Félix-Antoine Tshisekedi affirme que la RDC est véritablement sur la voie de la relance. Élection en République démocratique du Congo, les kits d'identification et d'enrôlement des électeurs seront bientôt à Kinshasa. Je vous dis merci d'avoir suivi ce journal et je vous fixe rendez-vous pour une prochaine édition.